Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel en Côte d'Ivoire. Les recherches ont été effectuées au large des côtes par le géant italien des hydrocarbures Eni. Quelle quantité, pour quelle répartition entre la compagnie et le gouvernement ivoirien? Élément de réponse dans ce journal. La Guinée annonce une baisse de prix du gaz butane. L'objectif affiché, diminuer l'utilisation du charbon et la coupe de bois. Un fléau pour le pays qui a perdu plus de 90% de sa forêt depuis les années 60. Et ce soir, on reçoit Souleymane Gassama, dit El Gas, un écrivain sénégalais impertinent et truculent qui a des choses à dire et les mots pour le dire. Après une entrée fracassante dans le monde littéraire avec un essai sous forme de journal intime où il passait les mœurs de la société sénégalaise au vitriol, il revient avec un roman sobrement intitulé et malicieusement intitulé Mal Noir. Une découverte majeure de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire pourrait bouleverser le classement des producteurs de brut sur le continent. Aujourd'hui, producteurs mineurs de l'or noir pointant à la 15e place sur 18, les gisements ont été mis au jour par le géant italien des hydrocarbures Eni, qui contrôle tout de même 90% de ses puits. Notre correspondante Anan Ferjani nous en dit plus. Le gisement Baleine, un nom qui vient illustrer sa taille considérable et souligner l'importante découverte qui vient d'être faite en eau profonde au large de la Côte d'Ivoire. La première du genre en 20 ans, selon la société pétrolière italienne Eni, co-exploitante du bloc en question, aux côtés de la société nationale ivoirienne Petrosi Holding. Vous l'avez évoqué, l'annonce a été faite par le ministre ivoirien des Mines et du Pétrole, qui a également précisé que le gisement se situe à 1200 mètres en profondeur et à 60 km au large des côtes, près de la frontière avec le Ghana. Thomas Camara, qui s'est par ailleurs félicité du potentiel énergétique que renferme donc ce gisement, selon une première estimation des réserves entre 1,5 milliard et 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part et entre 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz d'autre part. Il faut le préciser, au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un modeste producteur au plan pétrolier avec une production d'environ 35 000, 36 000 barils par jour. Le pays avait d'ailleurs révisé en 2015 son code pétrolier pour attirer de nouveaux investisseurs grâce à des contrats de partage de production. Et c'est justement le cas ici. Eni contrôle 90% du bloc contre 10% pour Petrosi Holding, qui représente donc les intérêts du gouvernement ivoirien. La question des retombées économiques réelles pour le pays se pose donc. Et puis, si cette découverte est susceptible de changer l'ADN économique du leader mondial du cacao, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, surtout en matière de production. Selon certains experts en hydrocarbures, tout va dépendre finalement des études exploratoires qui sont toujours en cours. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque le Ghana voisin avait découvert le gisement Jubilee en 2007, comparable à celui dont nous parlons ici, eh bien, la production de pétrole avait réellement commencé 3 ans plus tard. Et on en vient à cette bonne nouvelle pour les consommateurs guinéens, l'annonce d'une baisse de 40% de la bouteille de gaz butane. C'est le résultat d'une négociation entre l'État et 5 opérateurs locaux. L'objectif affiché du pouvoir est de doper la consommation afin de diminuer le recours au charbon de bois, responsable d'une partie de la déforestation du pays. Les explications de Malik Diakité à Conakry. À Conakry, la capitale, comme dans le reste du pays, les recharges de gaz butane sont désormais vendues à 69 000 francs guinéens, soit à peu près 6 € la bouteille de 6 kg et 143 500 francs guinéens la bouteille de 12 kg, c'est-à-dire 12 €. Il s'agit d'une baisse de plus de 40% et ce prix est désormais fixe pour tous les distributeurs agréés du pays. Cette initiative est voulue par les autorités du pays pour protéger l'environnement et la distribution du gaz butane dans le pays. Pour encourager les ménages, disons, qui ont les revenus les plus modestes à avoir du gaz butane, l'État a décidé de faire une subvention sur la bouteille pour que, de toutes les façons, les ménages bénéficient d'un prix de gaz très abordable qui leur permet de substituer au charbon de bois qu'ils utilisent actuellement le gaz butane. Une décision saluée par l'Union des consommateurs de Guinée. Dès lors où le prix va diminuer, donc comme c'est le cas maintenant, une bonne partie de la population pourra s'orienter vers le gaz butane et laisser la pratique du charbon de bois
qui, par effet domino, va vers la coupe du bois et donc va à l'encontre du combat que nous menons pour la reforestation. Cette décision fait partie de la stratégie du gouvernement pour substituer le gaz au charbon de bois. Selon les ONG de défense de l'environnement, la Guinée perd plus de 25 000 hectares de forêt chaque année. Au Mali, Oumar Samaké a été écroué de meurtre, puis libéré. C'est le commandant des forces spéciales antiterroristes accusé d'avoir joué un rôle dans la répression sanglante des manifestations contre Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président renversé depuis. C'est le premier responsable arrêté dans ce dossier sensible pour le pays. Les violences avaient fait à l'époque 12 morts et 164 blessés. L'OMS tire la sonnette d'alarme sur l'avancée de la vaccination en Afrique, ou plutôt sur sa non-avancée. 80% du continent risque de ne pas atteindre ses objectifs de vaccination de fin septembre. Nabia Makloufi nous explique pourquoi. À mesure que l'échéance approche, l'OMS formule encore et toujours la même mise en garde. L'accaparement des vaccins a retardé l'Afrique et nous avons besoin de toute urgence d'un nombre accru de vaccins. À mesure que de nouvelles doses arrivent, les pays africains doivent accentuer leurs efforts. Et le temps presse puisqu'un objectif mondial a été fixé à la fin septembre. À cette date-là, 10% de la population vulnérable doit être vaccinée. À ce jour, seuls 9 pays africains ont relevé le défi. Les Seychelles, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, pour ne citer que cela. Les Comores, la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe sont sur la bonne voie. Mais à l'exception de ces quelques États, un triste constat, 42 pays sur les 54 que compte le continent n'atteindront pas l'objectif des 10% d'ici la fin du mois. Sur un plan plus global, plus de 143 millions de doses ont à ce jour été reçues, ce qui a permis de vacciner 39 millions de personnes, soit 3% de la population totale. Alors qu'aux États-Unis, la moitié du pays est vacciné, en Europe, 57% des citoyens sont protégés. Une pandémie à 2 vitesses, disait le directeur général de l'OMS. La crise des vaccins illustre la principale faiblesse à l'origine de la pandémie, le manque de solidarité et de partage au niveau mondial. Déception aussi autour du mécanisme COVAX sur lequel beaucoup d'espoirs avaient été fondés. Seulement 40 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été envoyées sur le continent. Notre invité ce soir est résolument un écrivain impertinent à la qualité littéraire exceptionnelle. Il marque les esprits avec son premier livre, un journal qui disait tout le bien qu'il pensait des errements de la société sénégalaise dans Un Dieu et des mœurs en 2015. Aujourd'hui, il présente son tout premier roman dont le titre seul est tout un programme, Mal Noir aux éditions Ovadia. Merci Elgas et bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Merci Fatimata. Alors, je vais essayer de présenter le narrateur et vous me direz ce que vous avez en commun. Okay ? C'est un mâle noir, mal aimé, ne sachant comment aimer, immigré sénégalais, étudiant en sociologie, content de lui-même, cynique, lâche, qui a un rapport douteux aux femmes et qui, la seule chose qui le réconcilie l'humanité, dit-il, c'est le sexe et la littérature. Dites-nous, Elgas. Oh, c'est très flatteur, je trouve. Ah bon ? L'enchaînement de mots me va très très bien. Alors, pour juste échapper à une certaine forme d'assignation, à une forme d'injonction qui voudrait que le narrateur soit le double de l'auteur, là, pour le coup, je m'érige naturellement en faux et j'invite les lecteurs à vouloir, bien sûr, pénétrer dans le livre, à séparer ce qui relève peut-être de la fiction et ce qui relève du réel. Mais je ne renie rien de ce que vous avez établi comme liste, je la trouve fort belle. C'est vrai, donc vous reconnaissez dans ce portrait que j'ai fait de votre narrateur. Alors tout de même, une chose revient, alors une liberté de ton rare et parfois qui peut choquer, tout comme dans Un Dieu et des mœurs. Vous n'épargnez personne ici non plus, vous n'épargnez ni le personnage, ni ceux qu'il côtoie. Oui, parce que je crois qu'il faut respecter les lecteurs. Je pense que ce ne sont pas des enfants. Il faut leur servir, c'est-à-dire ce que l'on pense, ce que l'on écrit, avec toute la souplesse que peut donner le genre romanesque. Et après, c'est à eux, en quelque sorte. Il ne faut pas surévaluer, en quelque sorte, la sensibilité du lectorat.
Je pense que si on leur sert avec courtoisie, avec une certaine forme, je l'espère, de jeu sur le style, sur la langue, sur les émotions, avec la variété de ce qu'on leur propose, bien sûr, il n'y a aucune forme de violence, il n'y a aucune forme d'impolitesse. Il y a à la rigueur un peu de malice, un peu de ruse. Et je pense que sur ces territoires, la littérature s'impose parce que la littérature, c'est un jeu. Et c'est un jeu, finalement, où il faut souhaiter que le lecteur soit aussi libre que l'auteur. Et c'est cette santé et cette réciprocité de la relation qui fait, à mon avis, le charme de la relation. Alors, ceux qui nous écoutent, pour avoir juste une idée du style et de la beauté de la langue, je vous propose d'écouter un extrait que j'ai particulièrement aimé dans le livre. Et on en parle tout de suite après. Je suis un mâle noir, rien d'autre. Un homme noir, infiniment comme tous les autres mâles de cette planète, infiniment différent d'eux. Un mâle indicible. Qu'importe mon nom, je le prête à tous les anonymes. Qu'ils prennent aussi mon visage, mon ton, mon être. Je suis un homme noir, ma vie est une page vierge. Ma famille, ma communauté y ont projeté leurs attentes. Le monde, ses réputations, ses fantasmes. Entre les interstices étroits et écrasants, il reste une possibilité de vivre. Ce qu'ils m'ont pris, c'est mon insouciance, un trésor à jamais perdu. Ce que je revendique, c'est le droit de partir sans revenir, le droit de pleinement être, le droit de trahir. Regarder en gros la vie à hauteur des yeux. Dans ma quête d'amour, j'ai trouvé bien plus précieux, bien plus urgent, comme la condition de tout, être libre. Alors, on a vu cet extrait absolument magnifique dans le livre et justement, je me dis, est-ce que c'est pas subversif de faire un roman aujourd'hui sur le mâle noir? Est-ce qu'on peut s'apitoyer sur le mâle noir? Oh, il y a de formidables précédents. Alors, pas forcément le mâle noir. On pourrait parler de la femme noire. Je pense que Toni Morrison est une écrivaine qui a écrit, Richard Wright a écrit Black Boy. Et puis, on peut citer une longue liste, je veux dire. Traiter le sujet avec la lourdeur de l'angle de l'essayiste, en assommant avec des vérités en quelque sorte, ou en essayant de chiader une pensée, de la travailler. Tout ça, ce sont des options valables qui étaient sur la table. Mais je pense que moi, j'ai voulu faire cette incursion en territoire romanesque parce qu'il y a de nouvelles ficelles, de nouvelles recettes qu'il faut essayer de mobiliser. Et c'est pourquoi j'ai voulu partir de ce narrateur anonyme, sans attache, pour qu'il y ait une certaine forme de projection du lectorat. Et à travers, justement, ce parcours sinueux, ce parcours où il y a de la lâcheté, de la grandeur, de la décadence, des splendeurs et des misères, pour faire dans la référence balzacienne, oui, donner quelque chose qui puisse à la fois parler, qui puisse être fluide et qui puisse être partagé par le commun des lecteurs, pour ne pas dire le commun des mortels. Et je pense que c'est une démarche qui trouvera, en tout cas, sa plénitude si elle rencontre justement cet écho qui est un effet recherché dans mon travail. Je suis assez fan des livres qui parlent aux lecteurs. Et c'est pourquoi j'ai fait ce livre et j'espère que le pari sera tenu. Mais en tout cas, je ne suis pas le seul dans cette relation. Non, évidemment. Évidemment, moi, je suis sûre que le pari est largement tenu dans ce livre. Il y a une question aussi qui traverse aussi le livre et qui revient aussi dans votre thèse, parce que je rappelle que vous êtes sociologue, docteur en sociologie, et que votre thèse concernait justement la dette, une dette morale qu'auraient les immigrés en arrivant en France. Expliquez-nous en quelques mots de quoi s'agit-il? Oui, de manière générale, on a tendance à catégoriser l'immigration en immigration de travail, immigration économique, immigration clandestine. Je crois qu'il y a une notion qui n'est pas assez bien saisie. C'est-à-dire, quand les gens partent, ils ne cherchent pas forcément que de l'argent. Ça fait une grande communauté de l'immigration, une diaspora, qui partage une même condition. Parfois, ce qu'on cherche, c'est des choses bêtes et méchantes. Parfois, c'est la liberté, c'est l'insouciance. C'est essayer de giraffer en quelque sorte au-dessus de ce mur, de cette condition, pour essayer de trouver une certaine forme de vie simple, d'allégresse, de bonheur, de joie. C'est pourquoi toutes ces notions-là sont au cœur du livre, à travers la porte d'entrée de l'amour. Parce qu'il me semble que ce sentiment est encore atrophié. On ne lui donne pas la plénitude, sa quintessence. On ne l'assume pas dans ses multiples expressions. Et en condamnant ce sentiment, on condamne en quelque sorte tous les autres qui peuvent procéder à l'épanouissement du continent si jamais on doit être dans l'essentialisation générale du journal de l'Afrique. Absolument. Ben, écoutez, en tout cas, le pari est largement tenu, comme je le disais, dans le Mâle Noir. Il est question d'amour, de liberté et de truculence.
Le Mal Noir, les éditions Ovadia, Elgas, lisez, c'est formidable. On referme ce journal Afrique. Merci beaucoup à Elgas et je dis un merci tout particulier à tous ceux qui nous suivent. De Saint-Louis au Sénégal en passant par Châtillon et peut-être même à Kubanao. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.